À la une ce soir, les artisans taxis écartés du marché des croisiéristes. Réunis en intersyndicale, ils accusent la préfecture de violer purement et simplement la réglementation en vigueur au profit des plus gros transporteurs. Ils menacent de se mobiliser. Marie-Galante, dans le rouge, les comptes de la communauté des communes de l'île présentent un déficit de plus de 3 millions d'euros, essentiellement dû à l'abattoir. La Chambre régionale des comptes recommande sa liquidation sans autre forme de procès. Les producteurs de rhum martiniquais ont déclenché une polémique entre les deux îles concernant les quotas supplémentaires attribués à la Guadeloupe. Ils soutiennent que l'archipel serait favorisé. La guerre du punch aura-t-elle lieu? Nous en parlerons ce soir avec notre invité, le directeur général des Rhums Bologne, François Monroux. Après les ouragans, la diminution de l'offre de fruits et de légumes a pour effet de chauffer les prix. Une tête de laitue est proposée à 7 €. Les clients râlent et les vendeurs se défendent. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver. Cette année, la saison touristique pourrait bien être celle de tous les records. Une cinquantaine de bateaux de croisière de plus que l'année dernière débarquera à Pointe-à-Pitre en raison du transfert des escales de Saint-Martin vers notre archipel. Autant de clients potentiels dont seraient privés plus de 400 artisans taxis. Ils menacent de se mobiliser. Le reportage de Karen Diama. À une semaine de l'arrivée d'un nouveau bateau de croisière en Guadeloupe, les chauffeurs de taxi ne cachent pas leur inquiétude quant à leur outil de travail. Alors que la saison de croisière a commencé, nous ne savons toujours pas quelles seront les modalités d'accès au terminal de croisière. Nous, les taxis, nous avons de plein droit la possibilité de stationner en attendant des clients à l'intérieur du port. La préfecture et les autorités portuaires ont commencé une série de réunions qu'elles ont subitement décidé d'interrompre le 17 août. Le premier bateau est arrivé le 3 octobre. Sur les 450 taxis de la Guadeloupe, seuls 27 taxis pointois ont eu le droit de rentrer à l'intérieur du port. Réunis en intersyndicale, les taxiteurs ont d'abord entrepris la rédaction d'une lettre ouverte au préfet de Guadeloupe. Là, nous sommes dans la phase non contentieuse, puisque le préfet n'a toujours pas mis en place son arrêté préfectoral. Donc, on est dans une phase de négociation avec les autorités préfectorales. Donc, tout ce que nous souhaitons, c'est que dans l'arrêté préfectoral prévu, mais que cet arrêté respecte la loi et que les propositions qui sont déjà soumises par la préfecture et soi-disant actées, mais qu'elles n'apparaissent pas dans l'arrêté préfectoral. Donc, nous nous mobiliserons pour que ça n'arrive pas. Et donc là, nous attendons le prochain bateau qui est prévu le 17 octobre et on souhaite que non seulement la préfecture enfin nous réponde, puisqu'elle ne nous a jamais répondu ni aux sollicitations, ni aux courriers, ni aux différentes manifestations que les taxis ont pu avoir, mais en plus, on souhaite que les réponses de la préfecture aillent dans le sens de la réglementation. Plus qu'une mauvaise gestion des services de l'espace portuaire, le collectif dénonce la mort inévitable du tourisme de proximité au profit de plus grosses structures. Si on veut mettre à l'écart les taxis et les autres transporteurs indépendants, on fait la part belle à de grosses sociétés et surtout, on coupe l'authenticité de la découverte Guadeloupe. Parce que lorsque vous faites une visite de la Guadeloupe avec un taxi, vous goûtez un peu de ce qu'est la Guadeloupe, de la culture de la Guadeloupe, de l'histoire de la Guadeloupe. Si on veut priver les croisiéristes de ce contact avec la population, qu'on nous le dise. En attendant, l'intersyndicale espère une réponse du préfet avant le 17 octobre prochain. Et la journée de demain s'annonce noire dans la fonction publique. Les centrales syndicales ont appelé à manifester dans toutes les régions de France contre les mesures du gouvernement, notamment le gel des salaires des fonctionnaires ou encore la baisse des effectifs. En Martinique, les organisations locales se sont réunies toute la journée pour mettre en place un plan d'action de grande ampleur. Reportage Alizé Lutran, Guy Raphaël René. Cette action a été prévue depuis un moment par l'intersyndicale au niveau national. Quelques heures avant d'aller au front, les principaux syndicats enseignants font le point. Pour la troisième fois depuis leur signature, les ordonnances Macron sont une nouvelle fois dans le collimateur des fonctionnaires. Le point d'indice a été gelé. Il y a aussi nos revendications aussi, c'est le jour de carence qui a été remis au niveau de la fonction publique. On a vu aussi de l'enseignement agricole, il y a eu des problèmes. Au niveau du premier degré, la suppression de postes d'assistants d'éducation. Ce gouvernement est en train de remettre en cause toutes les avancées qui ont été faites au gouvernement précédent. Des revendications nationales et locales donc, dont certaines portent sur des dysfonctionnements
présumé au niveau du rectorat. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a un certain lycée du centre-sud de la Martinique dans lequel on garde des heures de cours pour les fils et les filles d'eux. Nous considérons que c'est inadmissible. Nous respectons nos mandats de commissaire paritaire. Nous n'irons pas plus loin, mais nous préférons par ce biais-là, parce que c'est ce biais-là que nous avons, prévenir le rectorat que nous ne nous arrêterons pas là. La totalité des organisations syndicales appelle donc les fonctionnaires, tous secteurs confondus, à se retrouver demain. Le mouvement national sera relayé demain par déjà un rassemblement à la maison du syndicat à 8h. C'est un appel de l'intersyndicale, les tracts ont été envoyés et ensuite pour faire une manifestation. Une nouvelle mobilisation qui intervient quelques jours seulement après la fin de celle contre le gel des contrats aidés. Le SNES FSU se dit aujourd'hui conscient de la difficulté à manifester de nouveau. Néanmoins, les établissements scolaires ne seront pas fermés et les élèves accueillis. Et la grogne des lycéens se poursuit en Guyane. Les élèves du lycée Félix Éboué, dont nous vous parlions la semaine dernière, ont été rejoints par ceux de 3 autres établissements. Tous déplorent le climat d'insécurité et l'insalubrité des salles de classe. Reportage Gaël Ouassim. C'est dans une atmosphère de ras-le-bol général que les lycéens de Melchior-Égaré ont manifesté ce matin devant leur établissement. Plusieurs problématiques dues notamment à l'insalubrité de l'établissement et des emplois du temps aléatoires. Le lycée est rouillé, on voit quand il pleut, il y a l'humidité qui passe. C'est un peu... En fait, on a l'impression que le lycée tombe en ruine. Il y a eu la rentrée qui a été chamboulée. On n'a pas nos emplois du temps fixes. On commence à en avoir marre. Même son de cloche pour les élèves du lycée Félix Éboué qui avaient déjà débrayé la semaine dernière pour toutes ces problématiques. Si un rendez-vous a déjà été donné par le rectorat ce mercredi, les élèves regrettent le manque de réponse par la CTG. Ça fait plus de 5 ans que nous faisons des demandes à la CTG, ils le savent très bien, ils connaissent la situation de chaque lycée. Alors c'est pour ça que maintenant nous sommes mobilisés. Si vous regardez bien, nous ne sommes pas les seuls lycées à être mobilisés. Nous sommes à 3 ou 4 à être mobilisés de couleur blanche pour faire comprendre que c'est les mêmes attentes et qu'il y a un ras-le-bol, qu'il faut que ça cesse et qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour que ça change. Quelques kilomètres plus loin, les lycéens de Léon-Gonton-Damas ont érigé un barrage filtrant devant leur établissement. Le constat reste le même. Donc si nous on a un problème, on se dit que tous les autres lycées aussi c'est les mêmes problèmes qu'ils ont. Donc je pense que ce qu'on devrait faire c'est être solidaire et montrer que voilà quoi, que plus on est fort, et puis ils vont se dire qu'il y a un problème et que ce n'est pas qu'à Damas, que c'est partout. Il faut qu'il y ait une force de cohésion. C'est la lutte pour la jeunesse. Nous nous sommes axés sur la jeunesse et nous sommes des parents et d'élèves également. Donc la raison pour laquelle nous sommes là, derrière eux, et bien solidement. Soutenus dans leur mobilisation par les collectifs des 500 frères et Trop Violence, une grande marche lycéenne sera organisée pour demain. Et les producteurs de rhum martiniquais ont déclenché une polémique autour des quotas supplémentaires attribués au département d'outre-mer. Ils soutiennent que la Guadeloupe serait favorisée à leur détriment. Est-ce vraiment le cas? C'est ce que nous allons tenter de savoir avec notre invité ce soir. François Monroux, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes le directeur général des Rhums Bologne, situé à Basse-Terre. Sont-ils vraiment pénalisés par ces quotas qui relèvent le contingent guadeloupéen? Alors la réponse est clairement non. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, la première chose, c'est qu'il faut bien comprendre que pour l'ensemble de la profession romière des DOM, cette augmentation des contingents, parce qu'on parle bien d'une augmentation des contingents de l'ordre de 20%, est une excellente nouvelle, puisque le contingent va passer de 120 000 hectolitres d'alcool pur à 144 000. Donc concrètement, ça veut dire 24 000 hectolitres d'alcool pur supplémentaires d'accès au marché métropolitain avec une taxation réduite. Là où les discussions sont un peu vives avec nos amis martiniquais, c'est sur la répartition de ce contingent additionnel. La situation est la suivante. Les Martiniquais souhaitent que 20% du contingent, augmentation de 20%, application de 20% d'augmentation pour tout le monde. Nous sommes d'accord là-dessus à une exception près, qui est le contingent de la sucrerie du Galion. En fait, la clé de répartition des contingents remonte aux années 90. Aujourd'hui, 20 ou 25 ans plus tard, la réalité économique des entreprises a changé. Or, il se trouve que, justement, le Galion, aujourd'hui, se trouve confronté à un problème récurrent de manque de canne. C'est un problème structurel en Martinique. Ils manquent de canne, donc ils ne sont pas en mesure de produire leur contingent actuel. Et d'ailleurs, ils font appel à la Guadeloupe pour produire ce contingent, puisque des mélasses de Guadeloupe sont expédiées en Martinique pour produire le contingent du Galion,
et que du rhum est produit en Guadeloupe en prestation pour le compte du galion. Donc qu'est-ce que nous demandons simplement, à titre de rééquilibrage? Nous demandons simplement que les 2200 hectolitres d'alcool pur d'augmentation du contingent du galion soient attribués à la Guadeloupe, et ce pour une période transitoire de 2018 à 2020. Donc ça n'est que rétablir une réalité économique d'aujourd'hui. Donc clairement, les distillateurs agricoles martiniquais ne perdront rien. C'est simplement rétablir, encore une fois, un équilibre entre la sucrerie du galion et la Guadeloupe qui fait en prestation des produits pour le galion. Les producteurs de rhum martiniquais mettent surtout en avant le fait qu'ils aient obtenu l'appellation AOC, qui est un gage de qualité, qui certifie que toutes les étapes de fabrication d'un produit sont réalisées dans une zone géographique définie selon un savoir-faire reconnu. Ils disent même que c'est le meilleur rhum au monde. La Guadeloupe est-elle à la traîne ? Alors, non seulement la Guadeloupe n'est pas à la traîne, mais nous n'avons strictement rien à envier, encore une fois, à nos amis martiniquais. Oui, il y a là aussi... C'est quand même le seul rhum à détenir cette appellation, ce label. En AOC, oui. Aujourd'hui, en Guadeloupe, nous sommes sous indication géographique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous respectons, nous aussi, un cahier des charges extrêmement strict, qui sera contrôlé d'ailleurs par des organismes indépendants, qui est extrêmement proche du cahier des charges de l'AOC. La différence principale, c'est la traçabilité des parcelles de canne. Il y a 200 planteurs en Martinique, donc c'est relativement simple de demander aux planteurs martiniquais de faire une traçabilité des produits qu'ils livrent en distillerie. Nous, en distillerie en Guadeloupe, nous sommes susceptibles de travailler avec plus de 5000 planteurs. Il y en a 3300 en Guadeloupe, 1700 à Marie-Galante. Et nous avons estimé, la profession guadeloupéenne a estimé à l'époque, qu'il n'était pas nécessaire d'aller pénaliser des planteurs de cannes, en sachant en plus que nous avons des bassins canniers en Guadeloupe qui sont magnifiques, que nous avons des cannes de très bonne qualité, et que nous, en tant que distillateurs, nous savons ce dont nous avons besoin. Les producteurs martiniquais communiquent-ils mieux que ceux de la Guadeloupe ? Non, pas nécessairement. Ils prennent l'excellence quand même de leur rhum, de leur savoir-faire. La qualité de la Guadeloupe n'a rien, encore une fois, à envier. Comment distingue-t-on un bon rhum d'un mauvais ? C'est une excellente question. Alors, d'abord, il faut prendre un rhum agricole. En général, les rhums agricoles. Pourquoi rhum agricole? Parce que ce sont des rhums qui expriment une forte richesse aromatique. C'est la palette aromatique d'un rhum aujourd'hui qui fait un bon rhum. Un rhum blanc, ce qui est intéressant, c'est la complexité du rhum. Ce sont les notes fruitées ou les notes florales qu'il peut apporter. Un rhum vieux qui sera élevé en Guadeloupe, en fût de chêne français, selon un cahier des charges de l'indication géographique, encore une fois, extrêmement strict. Vous retrouverez des notes épicées, des notes de vanille, de cannelle, etc., etc. Donc c'est ce qui fait, ce sont des rhums agricoles produits et élevés en Guadeloupe qui font effectivement d'excellents rhums. Mais je vous le redis haut et fort, les rhums guadeloupéens sont largement aussi bons que les rhums martiniquais. Les élus, en tout cas de l'île-sur, les députés se sont emparés du sujet pour contraindre l'État à revoir cette répartition, à ce qu'ils obtiennent en tout cas gain de cause. Que va-t-il se passer dans les semaines à venir? Est-ce que les élus de la Guadeloupe aussi se sont saisis du dossier? Alors, la première des choses, c'est que nous avons d'abord, en professionnel responsable, cherché à trouver une solution en interne au sein de la profession. Et il y a un organisme qui s'appelle le CIRDOM, le Conseil interprofessionnel des rhums traditionnels des DOM. Nous avons eu 2 réunions. À l'issue de ces réunions, nous avons a été proposée la solution de la Guadeloupe. Donc, ce dont je vous avais parlé, c'est simplement de reprendre une partie du contingent du galion pour le mettre en Guadeloupe. Cette solution a été passée au vote et les 3 départements, Guadeloupe, Réunion, Guyane, ont dit OK, la Martinique n'est pas d'accord. Ceci dit, c'est la position qui normalement devrait être transmise à l'administration. Dans le passé, lorsque s'est posé le problème du transfert de mélasse de Guadeloupe en Martinique, nous, romiers guadeloupéens, nous y sommes opposés. Les 3 autres départements ont dit oui, nous sommes exécutés. Donc à un moment donné, il y a une profession dans son ensemble. Je pense qu'on a tout intérêt à aller de façon unie face à l'administration. Maintenant, si effectivement il n'y a pas de position, si le dossier devient politique, parce qu'il est en train de devenir politique. Si le dossier devient politique, oui, on en fera part à nos politiques. Mais ce n'était pas notre volonté initiale. Mais c'est déjà en cours pour la Martinique. C'est déjà en cours pour la Martinique, ça sera en cours pour la Guadeloupe. Que va-t-il donc se passer dans les semaines à venir ? Eh bien, nous allons effectivement, nous aussi, faire agir, informer en tout cas nos hommes politiques de manière claire et leur expliquer surtout parce que c'est ça le fond du problème, nous ne voulons pas que la Guadeloupe devienne le sous-traitant de la Martinique en rhum.
Voilà, nous voulons exister. La Guadeloupe a une identité en tant que rhum. C'est aussi une filière d'excellence en Guadeloupe. Nous avons d'excellentes distilleries. Ce sont des entreprises familiales. Ce sont des entreprises 100% guadeloupéennes. Nous embouteillons pour la plupart 100% de nos produits sur place. Donc c'est un tissu économique important. Donc nous aussi, nous avons droit à la parole. François Moreau, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. La communauté des communes de Marie-Galante présente un déficit de plus de 3 millions d'euros, dû essentiellement à son abattoir. La Chambre régionale des comptes préconise tout simplement sa liquidation. On regarde les précisions de Jacques Canval et de Moïse Dexter. La communauté des communes de Marie-Galante ne va pas bien du tout. Désormais, il appartient au préfet de régler son budget, ce qui s'appelle en termes moins élégants une mise sous tutelle. Le compte administratif 2016, qui retrace l'exécution budgétaire de l'année, laisse apparaître un déficit de plus de 3 millions d'euros. Pratiquement toutes les structures gérées par cette communauté sont dans le rouge. Le port qui n'a pratiquement pas de recettes, l'adduction d'eau qui fait montre d'un certain laxisme pour établir les factures, et l'abattoir qui constitue l'essentiel du déficit de la communauté avec un peu plus de 3 millions d'euros. La Chambre régionale demande au préfet de régler le budget primitif en imposant un certain nombre d'économies de manière à parvenir à l'équilibre au 31 décembre 2020. Mais la Chambre le précise, la communauté des communes devra s'outiller pour percevoir les subventions qu'elle obtient, ce qui n'est pas le cas. Et les élus de Marie-Galante doivent dire s'ils maintiennent l'abattoir en fonctionnement, si oui, qui paye la note. L'État a déjà annoncé qu'il n'est pas question pour lui de jouer les cochons payeurs. Une tête de laitue proposée à 7 €. Les prix pratiqués sur les marchés sont devenus exorbitants depuis le passage de l'ouragan. Une véritable folie dont se défendent les vendeurs. Moïse Dexter, Patrick Curie. Le marché n'est plus gratuit. Nous avons fait ça, comprendre. En tant que grand-mère, nous, le marché prend ta bite gratuit. Tu as un petit ticket. Mais allez, nous sommes des chefs d'entreprise, nous à la CCI, nous avons toutes charges sociales pour nous payer en placement à marché là. Il faut nous survivre, il faut nous manger, nous nous voiture, nous ni case, nous ni foyer, nous ni facture contre tout le monde. Le marché n'est plus gratuit. Alors il faut nous vivre avec ça, avec un marquage. Il faut nous un barème de marge pour nous survivre à les manger. Et tous les légumes augmentés, ce n'est pas la peine que vous veniez nous bêtises ici manger. Tout partout, dans les primaires, dans les supermarchés, tous ces légumes lâchés. On n'y peut pas roter, pas. Le prix en Bourget a augmenté, toujours le même prix là, en tout le temps. D'après gens m'ont acheté en caverne. Comme c'est madère en caverne, toujours caverne madère, moi, plus valable. Toujours quand on marchandise, puis ça plante en bas terre. Si on n'a pas sans la terre, mais au fond, là, ni manger, ni zème, ni madère. Mais toute figue là tombée. Puis à peine arraché. Et les avocats l'arraché. Toutes d'autres bitins, fruits et légumes, fruits et tennis, tout s'arrache. Ouais. Alors, pas ni fruits, mais ni madère en bas terre là. 3 fois le prix, 1 kilo de laitier, nous avons acheté 2 €, qu'on est là 5 €. Est-ce qu'il est normal qu'elle ait acheté 1 kilo de laitier, 5 €, il faut nettoyer les clients là, ou pas d'être vendu 7 € pour faire un petit bénéfice en l'air. Il y a des gens qui marchandise achètent, mais c'est l'agriculteur là même qui a augmenté pour la marchandise là. On fait les comme nous acheter qu'on est là 50 €. Il faut détailler et les jeunes, tout ça qui n'est pas bon, il faut jeter à l'œil. Alors c'est normal que nous sommes obligés d'augmenter pour la marchandise là. Nous, depuis 2000, Boukassou pour nous à 2 €. C'est pas que c'est nous à 2 €. Nous avons subi toutes les augmentations, nous pas ni augmenter, ni diminuer. Les légumes là, exorbitants, nous ne pouvons pas payer. Ils cher. 3 fois doublé le prix. Nous mettons cible à 2,50 €. D'autre côté, il y a 3 € qui n'ont pas été en moins. Alors, on va profiter parce que Nisicon nous a augmenté le prix. Ce n'est pas parce que Nisicon nous a augmenté le prix, c'est que gens nous acheté, nous obligés, là on achète un kilo cible, 15 €. 5 € per cible, 5 € teint, si ça fait déjà et 25 €. Il faut déjà tirer 25 € là pour faire un bénéfice et le plus souvent on part à ôter parce que c'est bien comme une petit. On est obligé de faire un petit moyen pour y prendre. Nous avons 2,50 € et de l'autre côté, 3 € rababier quand même. Qu'est-ce pour nous faire? Qui a acheté 25 €, là, qui a acheté 25 €? Depuis que le cyclone a passé en l'eau même, parce qu'on n'a pas trouvé cive, on n'a pas trouvé persil, on n'a pas trouvé presque rien. Nous avons fait les moyens du bord, mais si ça partit comme ça, déjà pas ni banane jaune encore. Ça c'est un butin que tout le monde qui est vrai. Et puis là, c'est un qui si la grande qui est des petits marchandises, déjà tomates disparaissent carrément. Alors qu'on est là, c'est ça qui nous vendre. Pour nous survivre, nous pas vivre, nous survivre.
Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Nous ferons le point sur la dernière étude épidémiologique de l'ARS après le passage des ouragans. Et puis ATV vous donnera la parole sur la question de l'apport des croisiéristes pour notre région. À Sète, Bordeaux, La Rochelle ou Marseille, les villes rivalisent d'investissements pour attirer les bateaux de croisière. Leurs retombées sur l'économie locale peuvent atteindre les millions d'euros entre les dépenses réelles des croisiéristes, mais aussi les droits de port. Et vous, comment percevez-vous l'arrivée de ces géants de mer? Êtes-vous satisfait des touristes qui visitent la ville? On écoute vos réponses recueillies par Moïse Dexter et Patrick Curie. Ben écoutez, moi je trouve que ces touristes-là, ils ont mérité d'être encadrés, même si c'est la police. Parce que malheureusement, nous voyons en Guadeloupe tout ça y a passé. Et si pas ni en bonne sécurité, pour eux, ça est difficile. Parce qu'on l'a que tout est dessus. Et pourtant, la Guadeloupe, c'est un pays bel que tout le monde aime visiter. Oui, ben parce que c'est très bien. C'est de la diversité. Ben ouais, il y a plein de choses à voir ici, donc je pense qu'ils sont satisfaits. Bon, parce qu'ils viennent sur le marché, ils achètent un peu, bon, voilà. C'est bien, au contraire, c'est le monde qui vient, ils rebattent nous sans pays là, et puis là, regardez ça y est. C'est très bien ce que nous avons fait avec ce pays. On va avoir une part de tourisme dans notre économie, mais il est très dangereux pour nous de ne compter que sur les touristes pour fonctionner. Donc je pense que le tourisme doit faire part de notre économie, mais que quand même nous devons aussi avoir notre propre production, avoir une certaine autosuffisance, parce que le tourisme c'est quelque chose de très aléatoire. Et puis, on va visiter le pays là, bon, sont forts chez Cabanon quand même. Non, parce que les touristes n'achètent rien. Ils n'achètent rien en Guadeloupe. Même au niveau de l'occasion, au niveau des achats, on ne peut pas dire la vérité, on ne peut pas les touristes qu'ils ont acheté, qu'ils ont fait. Quoi. À part visiter, on ne peut pas voir. Les touristes visitent la ville, mais je dis que malheureusement que la ville mérite d'être machine. D'être plus propre que ça. Mais ça vient de nous-mêmes, au niveau de Ponapit. Mais on fait avec. Il n'y a pas assez de tourisme vert, de tourisme basé sur la nature, sur les choses naturelles qui nous entourent et qui sont un atout fondamental de la Guadeloupe. Donc voilà, c'est ce que je dirais en gros rapidement. Très attendu, le dernier point épidémiologique de l'ARS vient d'être publié. Si rien n'est à signaler pour la Guadeloupe, le risque d'infection est encore présent à Saint-Martin. Les précisions de Linda Kayarti. À Saint-Martin, l'activité aux urgences et des dispensaires reste soutenue et stable par rapport à la semaine précédente. Les consultations pour traumatismes, plaies, coupures et brûlures ont diminué au cours du temps pour représenter 2 consultations sur 10 sur l'ensemble de l'île au cours de la semaine dernière. À Saint-Barthélemy, l'activité est en baisse avec une vingtaine de passages observés quotidiennement. Au cours de la semaine dernière, les traumatismes, plaies et surinfections représentaient 37% de l'ensemble des consultations. Les syndromes digestifs, infectieux restent minoritaires aussi bien à Saint-Martin qu'à Saint-Barthélemy. En Guadeloupe, aucune épidémie ne sévit actuellement. Aucun signalement d'importance n'a été réalisé par les professionnels de santé. Enfin, quelques recommandations concernant l'eau de consommation. À Saint-Martin, 65% de la population est alimentée par une eau potable au robinet. Si l'eau a une couleur, une transparence ou un goût inhabituel, il est recommandé de ne pas la consommer pour les usages alimentaires et la réserver pour les usages sanitaires. À Saint-Barthélemy, l'ensemble de l'île est alimenté en eau potable, mais les analyses de conformité sont en cours par l'ARS. L'eau au robinet peut être utilisée pour les usages sanitaires. La seule eau potable sur l'île reste l'eau embouteillée. Enfin, en Guadeloupe, la lecture des analyses des derniers prélèvements effectués par les ARS indique un retour à la normale de la qualité bactériologique de l'eau de consommation, y compris l'archipel guadeloupéen. Après le passage des ouragans Irma et Maria, les moustiques vont se multiplier. Certains d'entre eux vont augmenter les risques d'épidémie. Des pulvérisations insecticides sont réalisées régulièrement à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy par l'ARS. En résumé, pour l'ensemble du territoire des Antilles, chacun doit participer à la lutte contre les moustiques. Et à vos stylos maintenant, c'est l'heure des informations pratiques. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à la mairie de Bouillante de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois.
Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale pour ce lundi 9 octobre. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de cette journée. Nous l'avons vu ce soir, les artisans taxis se disent écartés du marché des croisiéristes. Réunis en intersyndicale, ils accusent la préfecture de violer purement et simplement la réglementation en vigueur au profit des plus gros transporteurs et menacent de se mobiliser. Et Marie-Galante est dans le rouge. Les comptes de la communauté des communes de l'île présentent un déficit de plus de 3 millions d'euros, essentiellement dû à l'abattoir. La Chambre régionale des comptes recommande sa liquidation. Et les producteurs de rhum martinique ont déclenché une polémique entre les deux îles concernant les quotas supplémentaires attribués à la Guadeloupe. Ils soutiennent que l'archipel serait favorisé. Faux, répond le directeur général des Rhum Bologne, François Monroux, qui était ce soir notre invité. Et puis après les ouragans, la diminution de l'offre de fruits et de légumes a pour effet de chauffer les prix. Une tête de laitue est proposée à 7 € et rien de moins sur certains marchés. Les clients râlent et nous l'avons vu ce soir, les vendeurs, eux, se défendent. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h50.